Bonjour et bienvenue sur la première chaîne de podcast dédiée à l'inbound marketing en France. Lors de la première édition de l'événement Inbound Marketing France à Rennes, de nombreux experts venus du monde entier ont eu l'occasion d'échanger autour de ce sujet qui passionne de plus en plus de professionnels du commerce et du marketing en France. Si l'inbound marketing est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche à droite de votre écran. Je vous laisse avec la suite. Très bonne écoute. Donc bonjour tout le monde. Grand merci d'être venu à mon atelier sur le Design Thinking, donc introduction au Design Thinking. Je me présente, je m'appelle Tony Aubé, je viens de la ville de Québec, comme vous pouvez l'entendre avec mon accent. Mais plus récemment, j'ai déménagé en Californie, à Silicon Valley, où je travaille maintenant dans une start-up qui s'appelle Osmo. On fait des jeux vidéo de réalité augmentée sur iPad pour enfants. Donc, à la fin de la présentation, je vous invite fortement à aller voir notre site web. Vous allez voir, on a vraiment un produit unique. Et on a notamment gagné beaucoup de prix à l'international au niveau du design. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler justement de design. Donc, le design thinking, c'est une des nombreuses méthodes utilisées pour faire du design d'expérience utilisateur. Donc, comme c'est le inbound marketing, j'imagine que je n'ai pas nécessairement besoin de vendre l'importance du design d'expérience utilisateur à tout le monde, mais je vais quand même en parler un tout petit peu. Donc, je vous présente Alex Schultz, qui est le VP Growth Marketing chez Facebook. Donc, il était chez Facebook à l'époque où Facebook est passé de 1 million d'utilisateurs à 1 milliard d'utilisateurs. Donc, c'est vraiment une figure en marketing très importante dans la Silicon Valley. Et selon Alex, en fait, il y a deux grandes composantes clés de la croissance d'une entreprise sur le plan marketing. D'abord, la conversion, mais aussi la rétention. Et selon lui, la rétention, c'est vraiment la composante la plus importante au niveau de la croissance d'une entreprise. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la rétention des utilisateurs qui va permettre d'aller chercher cette espèce de courbe de croissance exponentielle typique des startups de Silicon Valley. Donc, justement, même comme vous pouvez voir sur le graphique ici, même si la courbe d'acquisition des nouveaux utilisateurs n'est pas très élevée, si on est capable de conserver la majorité de ces utilisateurs-là, c'est là qu'on va vraiment aller chercher des chiffres astronomiques d'utilisateurs. Et si on réfléchit un peu à tout ça, en fait, je simplifie, mais sur le plan de la conversion, c'est souvent le marketing qui va permettre d'aller faire l'acquisition d'utilisateurs. Une fois qu'on a acquis nos utilisateurs, une fois que les gens sont signés up sur le site web, qu'ils utilisent le produit, c'est l'expérience utilisateur qui va faire que les gens vont rester ou qu'ils vont aller sur un autre produit compétiteur. Donc, de nos jours, les gens sont connectés, ils sont informés, et si l'expérience utilisateur n'est pas au niveau, les gens ils vont aller voir ailleurs très rapidement. Donc, les compagnies sont au courant de cette nouvelle problématique-là, et c'est pourquoi le design UX, c'est une des habiletés les plus en demande à travers le monde. Donc, selon LinkedIn, c'est dans le top 10 des habiletés les plus en demande à travers le monde pour l'année 2018, mais aussi 2017, 2016, 2015. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de design. Je vais vous présenter l'approche de design thinking de la D-School à Stanford, en Californie. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la D-School. Pas beaucoup? Donc, OK. Donc, c'est intéressant que la D-School à Stanford, c'est que c'est une école de design, mais il n'y a aucun designer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent des gens d'autres domaines, comme par exemple la médecine, l'ingénierie, la physique, la littérature, peu importe. Et tous ces gens-là vont faire un semestre à l'école de design. Et ils vont apprendre les méthodes de design et ils vont collaborer ensemble pour arriver à des nouvelles solutions innovantes. Donc, comme vous pouvez voir un peu, il y a un peu un parallèle à faire entre justement la D-School et le monde dans la salle ici. Donc, peut-être pas tout le monde qui a une formation en design, mais vous avez probablement tous un background intéressant, différent, et c'est par la collaboration qu'on va pouvoir arriver à des solutions de design qui sont intéressantes. Il y a 5 grandes étapes dans le processus de design thinking. La première étape, c'est l'empathie. Donc, c'est vraiment de venir développer une bonne compréhension de notre utilisateur cible, de faire des entrevues, de faire des discussions, d'être à l'écoute de nos utilisateurs. Ensuite, définir le problème. Donc ça, c'est probablement l'étape la plus importante du processus de design. Donc si on ne définit pas bien le problème, on a beau avoir la meilleure équipe de design au monde, si on travaille sur le même problème, donc c'est perdu d'avance. Ensuite, il y a l'étape d'idéation et de prototype.
Et ensuite, on va venir tester le prototype avec l'utilisateur, recueillir du feedback. Et c'est important aussi de se rappeler que le processus de design, c'est un processus qui est cyclique, qui est itératif. Donc, une fois qu'on a passé à travers toutes les étapes, on revient à la première étape et on refait toutes les étapes. Et à chaque cycle, on va venir améliorer la solution, on va venir aller chercher un degré de détail plus élevé. Quelques principes super importants aussi dans la méthode de design. D'abord, selon moi, le plus important, c'est favoriser l'action. Donc, le design, je pourrais en parler toute la journée, mais selon moi, la meilleure façon d'apprendre, c'est de participer, c'est d'en faire soi-même. Et selon moi, tout le monde peut en faire, tout le monde peut l'apprendre. C'est vraiment une méthode qui s'apprend. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, avertissement, ceci est un atelier. Donc, je vais avoir besoin de votre collaboration. Donc, on va se mettre en équipe de 2. Donc, faites aussi attention aux chaises. Donc, toutes les chaises devraient être en nombre pair. Donc, dites salut à votre voisin. On va faire de la discussion, on va faire des interviews, on va prendre des notes. Donc, les gens sur les chaises d'en avant, vous devez avoir des feuilles de papier et des crayons. Malheureusement, on n'a pas des feuilles pour tout le monde parce qu'il y a plus de place que prévu. Donc, si quelqu'un veut prendre des feuilles là. Et donc, c'est ça. Donc, votre mission aujourd'hui, ça va être de concevoir le portefeuille idéal pour votre partenaire. On va commencer à la première étape avec des interviews. Donc, on va développer l'empathie pour notre partenaire, on va poser des questions. Allez à la première feuille, la feuille empathie, et la première section, la section interview. Je vais vous laisser un petit moment. Donc, tout le monde est prêt? OK. Donc, on va se donner tout le monde, on va se donner un 4 minutes. Donc, le premier partenaire A, un des deux partenaires, et je vous invite à sortir vos portefeuilles aussi, et le premier partenaire va poser des questions sur le portefeuille du partenaire B. Donc, des types de questions que vous pouvez poser, c'est où est-ce que vous avez acheté le portefeuille, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, pourquoi la couleur, pourquoi la forme, etc., etc. Donc, 4 minutes, c'est parti.
OK, tout le monde? Tout le monde? Et si vous trouvez que je vous interromps, que ça va vite, c'est normal. Inquiétez-vous pas, ça fait partie du processus. Donc, vraiment, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de faire chacune des étapes rapidement. C'est sûr qu'on pourrait passer un peu plus de temps sur chaque étape, mais l'objectif, c'est de vous donner un avant-goût. Donc, la prochaine étape, on va inverser les rôles. Oups. On va inverser les rôles. Donc, le partenaire B pose des questions au partenaire A. Et encore une fois, on prend des notes. C'est parti. OK. Tout le monde, OK? Ça fait le tour de la première partie. Donc maintenant, vous avez parlé à votre partenaire, vous avez recueilli des informations. Sauf que la première partie, en fait, c'est souvent des informations plus superficielles qu'on va aller chercher. Donc, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, la couleur, etc. Donc, la deuxième partie pour développer de l'empathie, c'est vraiment d'aller creuser plus en profondeur. Et donc, on va prendre la deuxième partie de la première page ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va faire un exercice qui s'appelle les 5 pourquoi, donc the 5 whys, qui est une technique qui est très, très, très souvent utilisée en design d'expérience utilisateur. Et en quoi ça consiste?
c'est que on va poser des questions à notre partenaire et lorsqu'on a la réponse, on va poser la question pourquoi. Et on va avoir la réponse, on va poser la question pourquoi encore une fois. Donc, pour vous donner un exemple, on peut poser la question au partenaire pourquoi est-ce que vous n'avez pas beaucoup de cartes dans votre portefeuille? Peut-être qu'il va répondre j'aime pas les cartes de crédit. Donc, pourquoi vous n'aimez pas les cartes de crédit? Mes parents ne font pas confiance aux banques. Donc, pourquoi vos parents ne font pas confiance aux banques? Donc, c'est vraiment l'idée, justement, c'est d'aller creuser le plus profondément possible. Essayer d'aller chercher des émotions, essayer d'aller chercher des histoires, essayer d'aller chercher des motivations. Et si vous posez suffisamment pourquoi et que vous êtes capable de rendre votre partenaire sur le bord des larmes, donc vous êtes allé assez profond. Donc, même chose, on recommence. Encore une fois, 4 minutes. Partenaire A, interview partenaire B. Posez la question pourquoi, essayez de creuser plus profond. Et 4 minutes, c'est parti. Et voilà. Donc, encore une fois, on va inverser les rôles. Donc, maintenant, partenaire B, interview partenaire A à nouveau.
Et c'est parti. Et n'oubliez pas de poser le plus de questions possible. Essayez vraiment d'aller en profondeur. Donc, et voilà, je vous interromps à nouveau. Donc, ça fait le tour pour la partie entrevue, discussion. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui est celle de définir le problème. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va synthétiser nos découvertes. Donc, on va aller à la deuxième page, dans la partie gauche, où on a la section besoin, la section révélation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre un petit moment pour retranscrire nos notes. On va essayer de séparer les notes en deux parties. Donc, la première partie, les besoins. Donc, vous allez écrire qu'est-ce que votre partenaire souhaite faire avec son nouveau portefeuille. Et là, ici, je trouve que c'est important, c'est utile d'utiliser des verbes plutôt que des noms. Donc, par exemple, mon partenaire souhaite pouvoir facilement sortir sa carte de crédit lors du moment du paiement. Donc, des actions plutôt que des noms. Et la deuxième partie qui est très importante aussi, c'est
en fait, vous allez écrire des révélations. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose que votre partenaire vous a dit, mais vous allez faire des déductions par rapport aux notes que vous avez prises. Et donc, ici, on va aussi essayer de ressortir les émotions, les motivations, en fait, qu'est-ce qui rejoint davantage l'individu plutôt que le portefeuille. Donc, on va prendre 3 minutes, même je dirais peut-être juste 2 minutes, donc ça devrait aller vite. Et on va faire juste synthétiser les notes. Et ça, c'est quelque chose qui se fait de façon individuelle. Désolé, j'ai coupé le temps, mais il restait que 10 secondes de toute façon. Donc, maintenant que vous aviez réécrit vos notes, que vous aviez fait un peu une synthèse, on va passer à la prochaine étape qui est écrire l'énoncé de problème. Et comme j'ai dit, ça, c'est le plus souvent, c'est l'étape la plus importante dans le processus de design. Donc, souvent, l'erreur qu'on va faire quand on commence dans le design, c'est qu'on va vouloir résoudre un problème qui s'adresse à la grande majorité des gens. Et ça, c'est un peu une erreur. En fait, qu'est-ce qu'on apprend dans les écoles de design? C'est l'importance de focuser sur l'individu, d'où le terme le design d'expérience utilisateur, centré sur l'utilisateur. Et même, opinion controversiale, par exemple, chez Osmo, on ne fait pas nécessairement de persona, parce que, selon moi, ça vient mettre un peu une barrière entre le designer et l'utilisateur. Donc, selon moi, la meilleure façon de faire du design centré sur l'utilisateur, c'est justement de communiquer avec votre utilisateur, d'avoir une personne réelle en tête, contrairement à un persona où, par définition, on va venir créer une fausse personne qui, peut-être, oui, est un amalgame des gens qu'on a rencontrés, mais ce n'est pas nécessairement quelqu'un de réel, avec des vraies émotions, une vraie histoire qu'on a dans la tête quand on design. Donc, ici, donc ça va être sur la partie de droite de la feuille, on va écrire le nom du partenaire, on va écrire le besoin le plus important selon nous pour le portefeuille, pour le partenaire, pour son portefeuille, et quelques idées, par exemple des insights qu'on dirait en anglais, des révélations qui vont venir colorer un peu votre énoncé de problème. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, chez Osmo, récemment, on voulait faire un jeu qui allait apprendre aux enfants à dessiner. Pourquoi?
Parce que le dessin permet la pratique d'habiletés motrices nécessaires au développement de l'enfant. Donc, selon vous, est-ce que ça, c'est un bon énoncé de problème ou non? Plus ou moins. Donc, en fait, le problème ici, c'est que, justement, encore une fois, c'est trop général comme énoncé de problème. Donc, on n'a pas vraiment l'individu au cœur de l'énoncé de problème. Donc, plutôt, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que plutôt que de dire enfant, peut-être qu'on va aller chercher un garçon de 7 ans. Donc, des fois, juste là, on a une image beaucoup plus claire de la personne à qui on s'adresse. Besoin, apprendre à dessiner tout en s'amusant. Pourquoi? Parce que lors de l'étape de l'empathie, on a découvert que pour l'enfant, avoir du plaisir est plus important que de faire un dessin parfait. Donc déjà là, on peut voir entre les deux exemples, l'exemple de droite est beaucoup plus clair, beaucoup plus précis, et juste en lisant l'énoncé de problème, on va déjà commencer à avoir des idées à savoir comment régler le problème. Donc c'est vraiment l'objectif pour cette étape-ci. On se donne 3 minutes, écrivez un énoncé de problème, essayez d'aller le plus précis possible en gardant en tête votre partenaire. D'écrire son énoncé? Oui? OK. Donc, maintenant, on va passer à la prochaine étape, qui est l'étape d'idéation et de prototype, et on va faire du dessin. Donc, pas d'inquiétude. Je sais qu'on est tous très mauvais en dessin, moi de même. Donc, l'idée ici est, en général, dans le design d'expérience utilisateur, on n'utilise pas vraiment le dessin à des fins artistiques, mais vraiment à des fins de communication. Donc, l'idée, c'est de sketcher pour vous forcer à penser d'une autre façon, à réfléchir de façon plus visuelle plutôt que d'écrire des mots. Donc, juste le fait de faire cet exercice-là va vous permettre d'approcher le problème d'un nouvel angle.
Et comme vous pouvez voir, ça, c'est des sketchs que j'ai fait lorsque j'ai testé l'exercice. Et ça n'a pas besoin d'être super beau, ça n'a pas besoin d'être artistique. L'important, c'est que vous soyez capable de lire vos dessins et de les expliquer à votre partenaire. Donc, c'est vraiment sur le plan de la communication. Et donc, on va faire aussi un brainstorm en dessinant. Donc, Linus Carl Pauling, qui est une des 2 seules personnes sur la planète à avoir reçu 2 prix Nobel dans 2 domaines différents, qui a publié au-dessus de 900 livres et articles scientifiques, donc vraiment une personne qui a eu beaucoup de bonnes idées dans sa vie, a dit « La meilleure façon d'obtenir de bonnes idées, c'est d'avoir beaucoup d'idées. » Donc, on va faire un brainstorm lors du dessin, et ici, vraiment, l'idée, c'est d'aller pour la quantité plutôt que la qualité. Évitez de juger vos idées également et vraiment commencer avec les idées folles. Donc, une bonne technique lors de cette étape-ci, c'est de juste commencer avec une idée qui fait aucun sens, peut-être qui nécessite de la magie ou d'aller dans l'espace, peu importe. Donc, juste de commencer avec une idée un peu folle qui ne fonctionnerait pas nécessairement et ça va enclencher le processus de création, le processus de design, justement. Et l'idée non plus, ce n'est pas d'avoir l'idée parfaite pour l'instant. Vous allez avoir le temps de revenir sur vos idées, mais l'idée, c'est vraiment d'explorer l'espace de possibilités. Donc, on se donne 5 minutes, dessiner 5 solutions ou plus, si 5 c'est facile pour vous. Et si vous manquez d'espace, vous pouvez aussi retourner la feuille, dessiner derrière la feuille. Donc, de façon individuelle aussi, mais vous pouvez toujours communiquer avec votre partenaire quand même. Peut-être même si je peux vous donner des conseils. Donc, n'hésitez pas à penser en dehors de la boîte. Donc, j'ai vu par exemple des gens qui ont fait des idées de... C'était pas nécessairement un portefeuille, c'était un site web, une application, un objet différent. Donc, n'hésitez pas justement d'aller chercher plus loin que les premières idées et d'aller explorer des idées un peu folles aussi.
Donc, j'espère que tout le monde a eu assez de temps pour faire le dessin. Maintenant, on va passer à la prochaine étape, l'étape du test. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va partager nos idées. Donc, ça va être dans la section du bas ici. Et ce qui est important ici, lorsque vous présentez vos idées à votre partenaire, c'est vraiment important, si je peux utiliser la métaphore du vendeur de voiture. Donc, c'est pas de présenter les idées en disant je sais exactement qu'est-ce qu'il te faut, mais c'est vraiment d'être à l'écoute du partenaire, de partager ses idées. Et pour ceux qui reçoivent les idées, donc l'important, c'est vraiment de donner du feedback qui est honnête. Donc, il ne devrait avoir aucun attachement émotionnel envers les idées. Donc, vous allez juste passer 5 minutes à faire des petits sketchs rapides. Donc, si toutes les idées ne sont pas bonnes, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à dire pourquoi, comment elles pourraient être meilleures. Donc, on va prendre, comme à la première étape, 4 minutes. Partenaire A présente ses idées à partenaire B. Ça fait le tour pour la première partie. Maintenant, encore une fois, on va inverser les rôles.
Donc, partenaire B présente ses idées à partenaire A. Encore une fois, évitez de juger et soyez honnête dans votre feedback. N'oubliez pas de prendre des notes aussi lorsque vous recevez le feedback. C'est très important de prendre des notes. Ça va vous aider dans les prochaines étapes. Donc, ça fait le tour de la partie feedback. Désolé de vous interrompre encore une fois. Donc, tout le monde, maintenant, on va passer à la prochaine étape, qui va aussi être la dernière étape du processus de design. Donc, ça va être l'itération. Donc, en fonction des commentaires qu'on vient de recevoir de votre partenaire, vous allez aller à la dernière page comme ça, et on va prendre 3 minutes pour faire une dernière version du portefeuille idéal pour votre partenaire. Donc, essayez d'implémenter le feedback que vous venez de recevoir. 3 minutes, c'est parti.
Donc, et voilà. Donc, ça, c'était la dernière étape. Félicitations tout le monde. Vous êtes tous maintenant des designers d'expérience utilisateur. Vous pouvez vous donner une main d'applaudissement. Donc, maintenant, la question qui tue. Est-ce que quelqu'un veut présenter son idée dans la foule? Quelqu'un a une idée originale qui veut présenter? Adrien, ouais. Donc j'ai essayé de solutionner la question du portefeuille pour Alizé. Au départ, j'ai eu la chance de voir à quoi ressemblait son portefeuille actuel. Donc j'ai pu m'en inspirer un petit peu parce que finalement, en lui posant des questions, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses déjà dedans qui lui plaisaient. Il y avait deux aspects qui étaient quand même très importants pour elle. L'aspect pratique, ça c'était vraiment l'aspect numéro 1. C'est-à-dire qu'elle serait prête à changer de portefeuille si c'était pour en avoir un plus pratique. Okay. Même si c'est un cadeau qui lui a été fait et qu'il y a de l'affectif sur le portefeuille actuel. Okay. Si vraiment c'était pour aller sur l'aspect pratique, elle serait prête à éventuellement changer, mais plus tard, un petit peu plus tard, pour pas vexer les personnes qui lui ont offert. Mais elle est très contente de l'actuel quand même. Donc en essayant d'améliorer les choses, il manque quand même certains éléments importants, dont un qui est l'aspect j'ai des pièces de monnaie, elles peuvent se balader et j'ai pas de poche qui ferme pour pouvoir les conserver sans que ça sorte sans que ça sorte et que ça parte dans tous les sens. Par contre, j'ai besoin de choses. J'ai besoin de trimballer en gros mes papiers administratifs de base, que sont la carte d'identité et le permis de conduire. Ça, je veux pouvoir l'avoir toujours facilement. Mais je veux aussi que ça rentre dans un petit sac. Donc, je veux pas un portefeuille gigantesque avec toutes mes cartes de fidélité, parce qu'en fait, mes cartes de fidélité, j'en ai pas forcément toujours besoin. Et puis, je me retrouve avec mon nom, mon numéro de téléphone, ou éventuellement, il faut que j'en ai une ou deux, mais pas plus. Okay. Donc au final, l'aspect format, on va essayer de rester dans quelque chose d'assez contenu, mais qui s'ouvre pas intégralement. Okay. Donc on reste sur un truc qui s'ouvre en soufflet, en portefeuille. Donc j'ai essayé de lui dessiner quelque chose qui lui allait bien. L'aspect élégance est important aussi. Donc les matières, finalement, on revient toujours à des fondamentaux, le cuir. Ça c'est le portefeuille. L'aspect vintage qui lui plaît pas mal aussi. Un peu cuir usé aussi, pourquoi pas si c'est possible. Et les couleurs sont importantes. Donc on est parti sur du camel et du marron. Okay. Et j'ai proposé un petit liseré rouge en plus, en détail, qui apparemment est bien passé. Donc on va garder la petite idée. Donc une poche zippée et aussi des emplacements pour les cartes de plus petite taille, donc cartes bancaires, etc., pour pouvoir les glisser facilement dans un endroit où elles restent. Et voilà. Okay. Après, si vous voulez voir un dessin, à quoi ressemble la version finale. Peut-être que tu peux montrer rapidement. Donc voilà, on a quelque chose qui s'ouvre, qui garde un aspect enveloppe, parce qu'elle veut pouvoir le fermer aussi d'un seul avec le pouce. Donc on a ici une petite pression, mais qui est accessible avec un doigt, pour pouvoir fermer quand même avec un doigt, et pouvoir ouvrir avec un doigt, quand on a l'autre main occupée éventuellement. Ok, génial. Voilà. Et on peut demander aux partenaires si c'est une solution qui convient? Tout à fait, oui, on l'a réfléchi du coup ensemble pour la fin et ça me convient tout à fait. Ok, génial, merci beaucoup. Donc voilà, juste pour conclure rapidement, c'était vraiment pour donner un avant-goût du processus de design. C'est important de se rappeler que le processus de design, c'est cyclique, c'est itératif. Donc, si on aurait eu plus de temps, peut-être qu'on aurait pu montrer à nouveau notre solution aux partenaires, reprendre le feedback, faire un nouveau round d'itération. Peut-être même qu'on serait allé chercher une qualité de prototype plus élevée. Donc, peut-être qu'on aurait fait un prototype en carton ou en papier, qu'on serait même sorti de l'édifice, on serait allé tester le portefeuille en milieu réel, dans les magasins, etc. Donc, à chaque étape, justement, du processus de design, on recommence, on va chercher un degré de détail, de raffinement, de finalité plus élevé. Donc, les 5 étapes, juste pour repasser rapidement. D'abord, construire dans l'empathie pour l'utilisateur, bien définir le problème. On fait de l'idéation, du brainstorm, du prototype, on teste et on répète. Et les principes aussi à garder en tête, donc favoriser l'action. Donc, n'ayez pas peur d'aller voir vos utilisateurs, de communiquer avec eux. C'est vraiment une partie incroyablement importante et très peu de gens le font vraiment. Collaboration, donc ça aurait été impossible d'atteindre ce qu'on a fait aujourd'hui sans l'aide de votre partenaire. Donc, vous voyez à quel point c'est important la collaboration en design, entre designers, mais aussi avec les utilisateurs. Focuser sur l'individu, faire confiance au processus, encore une fois, très important. Donc, en tant que designer, la plus grande force d'un designer, c'est sa confiance créative.
par définition, l'innovation, c'est quelque chose qui est intimidant, qui est abstrait, qui n'est pas très clair. Donc, ça peut être justement intimidant de se lancer dans un projet de design. Mais l'idée, c'est de faire confiance au processus, de faire chacune des étapes et on sait à la fin pertinemment que le résultat va être bon. On fait du prototype, on itère et on montre le prototype plutôt que d'en parler plutôt que d'en parler. Donc, merci tout le monde. Merci d'être venu. J'apprécie beaucoup. Donc, vous avez mes informations et je vous invite à aller voir le site de Play Osmo et j'ai même une démo de Osmo pour ceux qui veulent voir aussi. Donc, merci.